Après 3 voyages au Japon, j'avais le sentiment de n'en avoir encore saisi qu'une infime partie. J'y suis revenu pour suivre une intuition. Elle m'a mené des lignes légères de l'architecte Kengo Kuma à la retenue de la villa impériale Katsura, puis jusqu'aux brumes du mont Koya. Des lieux très différents, traversés pourtant par la même impression, celle de quelque chose qui s'efface presque pour ne garder que l'essentiel. Peut-être est-ce cela au fond, ce que j'étais venu chercher une nouvelle fois, une forme d'épure. Tokyo me surprend toujours. Malgré sa densité, rien n'y semble agressif. Tout paraît immense, précis, parfaitement réglé, et pourtant, par moments, la ville laisse passer une forme de calme. Ginza, c'est le quartier phare de l'industrie du luxe. En quelques pas, on quitte le bruit de la ville et sans vraiment comprendre comment, le rythme ralentit. C'est ici que se cache le sanctuaire Meiji, construit en 1920 en l'honneur de l'empereur qui a ouvert le Japon à la modernité. Le Sansoji est le plus vieux temple bouddhiste de Tokyo, fondé au 7e siècle. En arrivant face au temple d'Asakusa, j'ai été frappé par le bâtiment de Kengo Kuma. Plutôt que de construire une tour de verre classique, il a empilé 8 petites maisons traditionnelles, chacune avec une orientation différente. On a moins l'impression d'être face à un bloc massif, mais plutôt face à quelque chose d'à peu près humain. Le bâtiment est enveloppé de fines lames de cèdre, un arbre sacré dans les temples. Il est transparent et léger, l'intérieur dialogue avec l'extérieur. En entrant au musée Nezu, j'ai ressenti le calme de cette longue allée. Ça m'a rappelé les chemins qui mènent au sanctuaire. Kengo Kuma a dessiné une toiture si fine qu'elle semble presque flotter au-dessus de nous. À travers les façades, les parois de verre jouent avec les reflets du jardin, au point que les murs finissent par s'effacer. Pour moi, ces grandes baies vitrées ne sont pas vraiment des fenêtres. Ce sont comme des cadres qui font du jardin le véritable tableau du musée. Dans la rue Omotesando, chaque façade semble vouloir attirer le regard. C'est brillant, parfois démonstratif, et cela rend d'autant plus frappante la retenue des bâtiments de Kengo Kuma.
cette immense cathédrale sans piliers massifs, l'architecte Raphaël Vignoli a réussi à respecter cet amour si japonais pour la lumière filtrée et la transparence. On se sent dans un espace qui respire, presque comme si on était connecté au ciel et au jardin. Nous voici à Shinjuku. Kamakura fut le véritable centre du pouvoir au Japon, à la fin du XIIe, début XIIIe. C'est ici que résidait le premier shogun, Minamoto no Yoritomo. Une randonnée de 2 heures dans les collines passe par des petits temples jusqu'au grand Bouddha. Il sourit depuis le XIIIe siècle et il a résisté à un tsunami. Fondé par un maître zen, ce temple est connu pour son jardin de pierre, creusé à même la roche. C'est un endroit secret et silencieux. Derrière ce visage moderne, en fait, nous entrons dans le cœur historique du pays. De 794 à 1868, Kyoto fut la capitale impériale du Japon. Plus de 1000 ans d'histoire et de tradition qui semblent avoir survécu à chaque coin de rue. Ce jardin de pierre de la fin du XVe siècle est sans doute le plus célèbre du Japon. Ici, le vide est aussi important que le plein. Le pavillon d'or a été reconstruit plusieurs fois. C'est magnifique, certes, mais un peu bling bling. Et en plus, nous ne sommes pas seuls.
Le château de Nijo a été la résidence du shogun du Japon du XVIIe au XIXe siècle. On sent encore ici toute la rigueur et la puissance du Japon féodal. C'est l'un des temples les plus sacrés du pays, accroché à la colline. Dans cette brume et au son des chants, on oublie la foule pour ne garder que l'essentiel, la ferveur et l'esprit. Nous suivons le chemin de la philosophie jusqu'au pavillon d'argent. Il est resté intact depuis le XVe siècle. On reste fasciné par le travail des jardiniers à la recherche de la perfection. Difficile, hein? C'est difficile. Salon de thé. Amis photographes, bienvenue au pays de Nikon, Canon et Sony, où il est souvent interdit de photographier. Une leçon pour apprendre à regarder avec les yeux plutôt qu'avec l'objectif. Gion, c'est le quartier des geishas. Le temps semble figé dans les ruelles. Nous voici enfin à la Villa Katsura. On est au XVIIe siècle et pourtant cette résidence impériale n'a rien d'un monument de puissance. C'est avant tout une leçon de retenue. En me promenant ici, j'ai le sentiment que chaque ligne, chaque perspective a été pensée pour une seule chose, l'harmonie. Ce qui me frappe, c'est que l'intérieur et l'extérieur ne sont jamais vraiment séparés. Ici, l'architecture ne cherche pas à dominer la nature, elle l'encadre comme un tableau vivant.
Katsura nous murmure que la beauté n'est pas dans le décor, mais dans la justesse de la structure. Beaucoup d'architectes ont fait le pèlerinage ici. Le Corbusier lui-même y a puisé une immense inspiration. Ce même Le Corbusier que Kengo Kuma considère comme le plus grand maître du siècle dernier. Ici, on croise des groupes d'écoliers et d'étudiants venus chercher un peu de chance pour leurs examens. Amulettes, plaques de vœux, le commerce de la pensée magique est florissant ici aussi. Difficile de résister à l'envie d'emporter avec soi un peu de cette protection sacrée, même si c'est juste pour le souvenir. Nous avons eu un vrai coup de cœur pour Tofukuji. On pourrait rester des heures à admirer l'harmonie entre les bâtiments et les jardins. On touche ici à l'essence même du jardin japonais, le concept de monde en miniature. Il ne s'agit pas d'une simple réduction de taille, c'est une distillation de l'univers. On ne cherche pas à copier la nature, mais à capturer son esprit. La pierre n'est plus un caillou, elle devient une montagne ou une île lointaine. Le sable ratissé n'est pas seulement du gravier, il est l'océan, le mouvement de l'onde ou le vide cosmique. Même l'arbre, patiemment taillé, résume à lui seul la force d'une forêt entière. Le jardin n'est pas un décor, c'est un condensé d'univers, l'immensité du monde dans le creux d'une cour de temple. Ici, on n'apprend pas seulement à préparer le thé, avec un bol en grès, un fouet de bambou, un geste immuable. On apprend à habiter pleinement l'instant présent. Impossible de quitter Kyoto sans passer sous les milliers de portiques vermillons du Fushimi Inari. Ces tunnels de torii serpentent dans la montagne comme une colonne vertébrale. Chaque portique est le nom d'une entreprise ou d'un particulier pour s'attirer la prospérité. Marcher dans ce couloir de lumière et d'ombre est une expérience presque hypnotique. Ici, Kengo Kuma a transformé un ancien central téléphonique en un lieu de vie hybride, un centre commercial et un hôtel, reliés par un jardin.
Le chef travaille presque sans un mot. Dans ses gestes, il y a cette concentration paisible que l'on retrouve si souvent ici. Nara fut la première capitale permanente du Japon de 710 à 784. À peine arrivé dans le parc, on fait une rencontre surprenante. Des centaines de daims vivent en totale liberté. Ils sont considérés comme des messagers divins. Le Todaiji est l'une des plus grandes structures en bois au monde. Le grand Bouddha en bronze a été coulé au 8e siècle. C'est un colosse de 500 tonnes qui veille sur le Japon depuis plus de 1200 ans. Nara n'était pas seulement une capitale politique, mais le centre spirituel de toute une nation. Près de Nara, nous découvrons la fabrication du saké. Le polissage du riz peut enlever la moitié du grain pour n'en garder que le cœur. Une autre forme d'épure. Ensuite, le riz est cuit. Un champignon est introduit pour transformer l'amidon en sucre. Une levure déclenche la fermentation alcoolique. Enfin, on presse la préparation pour extraire le saké. Nous voici au château d'Osaka. Osaka. Le donjon imposant a été reconstruit pour témoigner de la puissance du clan Toyotomi. La vue sur la ville est une première claque, un mélange de toits anciens et de gratte-ciel à perte de vue. C'est bon? Super? Ça va bien? Concert? Pour prendre encore plus la mesure de cette métropole géante, direction l'Umeda Sky Building. Nous voici à Dontonbori, route piétonne avec des restos. On prend le temps de s'arrêter au musée de la céramique orientale. C'est un voyage dans la finesse. Des statuettes chinoises du 7e siècle aux bols impériaux du 12e, d'une pureté absolue.
On y découvre aussi le céladon coréen, avant de comprendre comment ces artisans venus de Corée ont lancé l'art de la céramique japonaise sur l'île de Kyushu. Le Sumiyoshi Taisha est l'un des plus anciens sanctuaires shinto du pays. Son histoire de plus de 1800 ans remonte en 211, bien avant l'arrivée du bouddhisme. Nous tombons sur une cérémonie de mariage. Tout est retenu, presque austère. Et pourtant, dans quelques sourires échangés, on devine une joie très simple. On croise de jeunes couples présentant leur nouveau-né, souvent accompagnés par une belle-mère très attentive. Le Shitennoji est le premier temple bouddhiste d'État au Japon. Malgré les reconstructions, il garde sa structure d'origine du VIe siècle. L'hôtel royal classique est une autre signature de Kengo Kuma, mais peut-être un peu moins convaincante. Ici, il avait la contrainte de conserver la silhouette de l'ancien théâtre. Pour alléger l'ensemble et masquer la modernité de la tour qui surplombe le toit, il a utilisé des lattes d'aluminium et de bois. Voici au château de Wakayama. Voici la vue sur le Pacifique depuis le château. Musée d'art moderne de Wakayama.
ばれる種類のマグロになります。これなぜこの尻尾を切るのかと言いますと、マグロはこの尻尾、ハラミの部分、少しね、見えてきます。こちらね、釜の部分。つけられてこのようにこの包丁を入れていきますと、この包丁でもね、切ることができる部分になります。こちら頭、かぶとの部分、おろしというですね。さあ、それではまずね、こちら背中の方から皆さんに見ていただきたいと思います。いきますね、せーので、よいしょ。はい、こちら背中の方になります。はい、こちら、筋肉がハートで切っていきます。よいしょ。さあ、これでお腹も張ってます。よいしょ。骨外していきますと、背腹、4つの節と最後真ん中骨を取りまして、5つの部位に分かれるということで、お前よろしご完成ということになります。昨日までこのように泳いだマグロになります。これだけやりました。以上でマグロの解体ショーは終了です。どうもありがとうございました。Nous quittons la ville pour monter au plateau du mont Koya. Ici, le moine Kukai a fondé le centre du bouddhisme Shingon. Après un séjour en Chine, il ramène ses enseignements en 804. L'empereur lui accorde ce plateau isolé pour y bâtir son temple, le Kongo-Buji. Aujourd'hui, cette branche du bouddhisme ésotérique compte près de 12 millions de fidèles à travers le monde. Nous traversons le village, passant de temple en temple jusqu'à la grande porte Daimon, qui marque l'entrée de ce territoire sacré. Alors voici l'entrée de notre temple pour la nuit, assez cossu. Et voici notre chambre avec les futons. Et notre petit jardin zen privé. C'est pas mignon. Alors, pour aller se baigner, on se met en yukata. Et voici la salle de bain commune. La cuisine végétalienne est d'une finesse et d'une variété incroyable. Nous participons à la méditation du soir et à la prière chantée à l'aube. À la lueur des lanternes, nous marchons dans l'Okuno-in. C'est le plus grand cimetière du Japon, protégé par de grands cèdres.
Au bout du chemin se trouve le mausolée de Kukai. Pour ses fidèles, il n'est pas mort, mais simplement entré en méditation éternelle. Au terme de ce voyage, je repars avec un sentiment très fort. Que ce soit dans les jardins millénaires de Kyoto, la rigueur de Katsura ou les projets de Kengo Kuma, j'ai eu l'impression que les Japonais ne construisent pas pour défier le temps, mais pour s'accorder avec lui. La beauté ne réside pas forcément dans ce qui est imposant, mais dans ce qui semble juste. Dans cette quête de l'essentiel, ce qu'on appelle ici l'épure.